Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de Dans vos poches. Francis Gosselin à l'animation. Vous avez certainement vu ça passer. 411 millions de dollars ont été dépensés pour les formations accélérées en construction. Que reste-t-il de cette offensive de formation en construction? Bien, malheureusement, pas grand-chose. Hein. On a évidemment souhaité agir rapidement au gouvernement pour mettre en place là, des programmes qui permettaient de remplir un peu les bassins de main-d'œuvre avec des gens minimalement qualifiés. Malheureusement, on a fait peut-être justement trop vite. On n'a pas donné le temps aux formateurs de bien préparer les formations. On a pris des gens peut-être rapidement avec des critères qui n'étaient pas assez élaborés. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, en tout et partout, on a pris 5000 personnes dans les formations. Donc, faites une petite règle rapidement, là, 400 millions pour 5000 personnes. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en plus, la moitié de ces travailleurs-là formés comme charpentiers menuisiers, comme frigoristes, etc., ben, ils ne sont pas restés dans l'industrie, malheureusement. Donc, encore une fois, c'est 411 millions divisé par 2500. C'est pas joli. C'est encore une fois une forme de dépense qu'on pourrait dire un peu excessive, hein, à la lumière là, de tous les scandales là, qui ont éclaté ces derniers mois dans l'actualité. Des centaines de millions, voire des milliards de dollars qui sont jetés pour des projets qui partent d'une bonne intention. Hein, SAC-Clic ou la modernisation de la santé, on peut pas être contre la vertu, mais le problème, c'est que là, on dépense des milliards et des milliards de dollars d'argent des contribuables et on n'obtient pas grand-chose en échange. Sinon, plusieurs dossiers d'actualité là, en rafale. Une étude de MNP, là, un cabinet de syndic en insolvabilité, qui révèle que un Québécois sur deux serait à 200 $ de la faillite ou de l'insolvabilité. C'est énorme et ça veut dire évidemment qu'il y a parmi vous, parmi nous, là, une personne sur deux qui n'arrive pas exactement à joindre les deux bouts. Quand on est à 200 $, c'est vraiment une petite malchance et on ne pourrait pas payer son loyer, payer son électricité, se nourrir. Il y a carrément des gens là, qui ont été invités dans les médias qui racontent comment, dans certains cas, ils ne mangent pas 3 repas par jour là, parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Et donc ça touche un nombre croissant d'entre nous. Ben, c'est une problématique évidemment criante qui est un peu liée évidemment à l'augmentation rapide du coût de la vie et les salaires qui n'ont pas tout à fait suivi. Dossier là, dont on pourra parler avec Pierre-Olivier Zappa dans un instant, moi, qui m'a bien intéressé, c'est l'électrification, non pas des voitures, mais des petits moteurs. Hein? Il y a eu toutes sortes d'articles là-dessus. De plus en plus de gens au Québec se tournent vers l'électricité. Pourquoi? Pour leur tondeuse, leur souffleuse à feuilles, leur souffleuse à neige. Hein? Tu lèves la main, puis aux Zappa, je suis de ceux-là également. C'est intéressant, ça part tout de suite. Pas d'affaires là, de froid, d'huile, d'essence. Pas besoin de cranker là, ou mettre le choke, comme on disait quand j'étais petit. Par contre, petite contre-expérience, on jase, hein, PO, mais j'ai une souffleuse à batterie moi-même et la batterie est morte. Et les batteries, hein, c'est... Ben, je me permets d'embarquer dans la discussion parce que j'ai fait la transition, oui. Francis, puis on est dans une période où on ferme les terrains, on prépare l'hiver, je magasine peut-être une souffleuse. Et j'ai fait la transition, j'ai commencé, moi, par mes petits articles de jardin. Souffleuse à feuilles, oui, c'est ça. Weed Eater, coupe-bordure. Ça consomme pas beaucoup d'énergie. Non, exactement. C'est bon longtemps. Alors, des batteries 40 volts, par exemple, et même 80 pour des plus gros appareils. Et là, j'ai fait la transition cette année pour ma tondeuse parce que j'aime passer la tondeuse. C'est une activité je partage cette passion. Et là, j'ai trouvé un modèle sur Marketplace, moitié prix, un vendeur de Fredericksburg qui est venu me la livrer et je suis tombé en amour avec ça. Mais par contre, les batteries coûte une fortune. Ouais, c'est ça. Et attention, parce qu'il y a certains modèles qui viennent à être discontinués. Et donc, par exemple, moi, je me suis équipé en Cobalt. Donc, toute la série d'articles de jardinage, c'est la marque Cobalt. C'est ça. Mais cette marque-là a été sortie par Rona. C'était une marque qui appartenait à Lowe's aux États-Unis. Elle a été sortie par Rona quand Rona a été vendue. Et là, si j'ai besoin d'une batterie, il va falloir que je la magasine sur eBay. Si je veux une pièce de rechange, il faut que je l'achète à l'international et ça devient plus onéreux. Avec des tarifs. Oui, exactement. Je suis dans la même situation que toi, puis j'ai la même réflexion
direction. Moi, je suis Ego, là, qui est le truc qu'on voit beaucoup ces temps-ci, la marque noire et verte. Produit vedette. Pas l'intention d'être discontinué à ce que je sache, mais les batteries, tu sais, $380 une batterie, puis tu sais, ma souffleuse en prend 2, tu sais, c'est une folie. Et là, il y en a une des 2 qui est morte. Je touche du bois pour que la deuxième survive à 7 hivers au moins. Mais évidemment, si vous avez l'intention de faire le switch cette année, choisissez judicieusement parce qu'effectivement, c'est comme une drogue. Hein. Une fois qu'on a pris un article, on va en prendre un deuxième puis un troisième, puis là, on se ramasse avec 4, 5, 6 objets. Les batteries sont interchangeables, mais on est un peu prisonnier de cet univers-là. Un peu comme les petits outils de garage. Moi, je suis DeWalt, là, je sais pas toi. On est dans la même équipe. On est dans la même équipe. Là, tu veux t'acheter ma scie ronde sans fil, là, c'est beaucoup plus cher chez DeWalt que chez d'autres. Que chez Ryobi chez Black & Decker. Exactement. Et là, donc, on dirait que j'ai mis le doigt dans l'engrenage DeWalt il y a 10 ans, puis là, j'ai comme pas envie de changer mes batteries, puis tout ça. Donc, j'ai obligé de payer la prime. Là, ton voisin de Milwaukee, t'es fait. Ben non, c'est pas compatible avec mes batteries. Bon, c'est ça. Sinon, en quelques mots, on va parler plus tard à l'émission avec Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques, mais il y a un nouveau calculateur de la Régie des rentes du Québec qui a été mis de l'avant par la chaire. Ça vous permet de mettre vos salaires passés et futurs et de savoir à combien vous allez avoir droit au moment de demander votre retraite, que vous la preniez à 60, 65 ou 72 ans. Là, on peut la prendre très tardivement. C'est intéressant. En fait, j'avais jamais fait l'exercice. Moi, je cotise depuis tardivement dans ma vie. J'ai fait de longues études. J'ai commencé ma carrière autour de 30 ans. Donc, j'ai droit à pas grand-chose pour l'instant, mais je suis jeune. Je me dis, si je cotise encore pendant 20, 25 ans, à combien aurais-je droit? Mais je laissais la calculatrice. Ouais. Et tu sais quoi? Il faut quand même que tu te souviennes de ta cotisation quand tu travaillais chez Rona ou quand je travaillais à la SAQ. Ou mais quand tu travailles chez Rona, tu peux mettre 0. Non, mais je cotisais ou encore quand j'étais enseignant au secondaire. Il faut que tu aies tes rapports, tes T4 pas très loin. Ouais, effectivement. Mais encore une fois, tu peux y aller avec des approximations. Oui. Là, je gagnais 22 000, 30 000, etc. Puis ça te donne, encore une fois, un ordre de grandeur de ce à quoi on peut espérer. Puis c'est intéressant, ceci dit, parce que l'argent est indexé à 2047 dans mon cas. Et donc, c'est des milliers de dollars. Mais tu sais, en dollars d'aujourd'hui, ça va m'acheter à peu près 3 canettes de coke. Là. Mais non, mais c'est intéressant de voir que l'argent se dévalorise. En quelques mots, finalement, Taiga, l'entreprise de motomarine et de motoneige, est dans la mire de l'autorité des marchés financiers. Ils avaient fait un genre de petite passe-passe là, pour séparer la compagnie en deux. Ils avaient d'un côté mis les dettes et toutes les obligations et de l'autre les actifs, les pièces, la marque, etc. Et ils faisaient valoir que cette nouvelle entreprise qui, elle, va bien, qui a d'ailleurs été revendue là, à un acheteur britannique, ben, elle n'était pas obligée de répondre à l'AMF puisque dans les faits, c'était une autre compagnie. L'AMF a ramené ça devant les tribunaux et Taiga a perdu. Donc là, ils ont l'obligation de montrer patte blanche devant l'autorité des marchés financiers. On leur reproche d'avoir, un peu comme dans le cas de Lyon, là, un peu gonflé là, la demande, les carnets, etc. Et donc, possiblement que ça aurait fait gonfler la valeur de l'action de manière artificielle. C'est dommage. Un mot, je me permets d'intervenir. J'ai essayé, moi, la motomarine Orca. Oui, incroyable. Je suis pas un gars de motomarine. Non. Incroyable. Silencieux. Sur le lac. Par contre, le produit était clairement trop avant-gardiste pour le marché. Et cher. Moi, j'ai regardé plutôt les motoneiges, là, je vais t'avouer, là, c'était, je pense, 25 000 US. Une affaire comme 30 quelques mille, alors que tu as d'excellentes motoneiges bonne chance pour trouver à 18 000, 20 000. C'était presque la moitié du prix. Et bonne chance pour te recharger dans les Chic-Chocs ou les Mont-Valin. Oui, l'autre affaire, c'est ça, c'était que l'autonomie était comme de 100 km. Parce que c'est bien pour moi, parce que moi, je suis vraiment un gentleman, motoneigeur, mais pour quelqu'un qui en fait là, une passion et qui veut faire des longues distances, c'était pas tout à fait ça. Bref, merci d'être à l'écoute. On retrouve P.O. Zappa dans un instant. Dans vos poches. Le prix de l'or, vous l'avez peut-être vu, ne cesse d'augmenter. J'écoute un balado, moi, de finance américaine, là, et Rob Armstrong là, du Financial Times disait « Quand il était à 2200 US, je disais « Ceci est survalorisé. » et là. Écoutez, ça ne cesse d'augmenter. Selon le moment auquel vous écoutez ce balado, ça a passé la barre des 3000 et là, on est en voie où on a déjà... On a dépassé les 4000 incroyable. Et selon certains, ça
pourrait, pour ce 4 000 Américains, là, 5 000 et des pépettes canadiens. P.O. Zappa a écrit un article dans le Journal de Montréal pour un peu peut-être démystifier ou décortiquer pourquoi l'or vaut cher, à quoi ça sert. Je pense qu'il faut se poser la question, lorsque plusieurs catégories d'actifs pulvérisent des records, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il est plutôt inhabituel de voir à la fois les métaux précieux et les actifs boursiers pulvériser simultanément des records. Habituellement, le prix de l'or, c'est une valeur refuge. Lorsqu'il y a des secousses boursières, lorsque la bourse plante, le prix de l'or augmente. Mais là, simultanément, ces catégories d'actifs-là augmentent. C'est clair que l'incertitude joue un rôle. Si le prix de l'or avoisine les 5 500 $ canadiens, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que la valeur refuge, elle se concrétise. En même temps, je pense à ça, j'ai un immense regret, Francis. Énorme regret. Il y a 15 ans, je me balade sur la rue du Parc à Montréal. Je me retrouve du Parc et Laurier. Il y avait un Starbucks au coin de la rue. Oui, il y a toujours un Starbucks. Non, je pense que ça a changé. Il y a eu des fermetures. Je me rappelle un Starbucks. Ouais, et là, je marche sur le coin de cette rue-là et je trouve une chaîne en or, enfin un bracelet. Et je prends le bracelet et derrière le bracelet, il y a quelque chose d'incroyable. C'était ma date de naissance. 29 septembre. Alors, et même mon année de naissance, que je vais taire ici. Et là, écoute, je questionne... Écoutez dans vos poches pour connaître l'âge de P.O. Zappa. J'ai 38 ans. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec évidemment, la chaîne, elle est par terre, je regarde autour de moi, je la mets dans mon sac. Je n'étais pas très conscient de la valeur de ce bracelet-là. Quelques semaines plus tard, je me rends dans une bijouterie, je la fais évaluer, et puis le bijoutier me dit, écoutez, ça vaut 500 $, ça. Alors ça, c'est il y a 15 ans. Alors j'ai décidé de la monétiser, de prendre l'argent. Alors j'ai fait le calcul. Combien ce bracelet-là vaudrait avec le prix de l'or qui avoisine les 5 500 $? Ben, en fait, ça aurait triplé de valeur. Et en l'espace de 15 ans, ce qui valait 500 en vaut désormais 1 500 $. C'est fou, hein? Donc, les gens qui nous regardent, qui ont des vieux bijoux, des vieilles réserves et des bijoux sans nécessairement de valeur joaillère, là, il n'y a pas eu un travail d'artisanat. Non, juste de l'or brut. Exactement. Ben, ça vaut la peine de s'interroger quand on atteint des sommets. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de monétiser cet art-là? Il y a l'or, le lingot, puis l'or dont on parle là, qui vaut 5 500 $ en bourse. Il y a aussi, tu sais, je m'intéresse toujours à ces investissements un peu hors normes. Tu sais, je parle souvent des Lego. Là, non, mais tu sais, et donc, comme tu dis, les bijoux, il y a des gens qui traitent ça carrément comme un investissement. Hein. Est-ce que c'est... Le bijou est un mauvais investissement parce que vous allez payer pour le travail d'artisanat et de joaillerie. J'aime bien parler avec François Quentin, bijoutier vedette au marché Jean Talon de Charlebourg à Québec, qui est connu sur les médias sociaux. Et lui me dit toujours, si tu veux investir dans l'art, achète un lingot. Va chez Costco, par exemple, va dans une bijouterie, achète l'once, achète une demi-once, un quart d'once, et là, tu auras un placement que tu peux mettre dans un coffret de sécurité. Il n'y a pas de travail de joaillerie, il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé pendant des heures à faire fondre de l'or puis à coller des pièces. Exactement. L'or brut est un véhicule d'investissement et aujourd'hui, on peut investir dans l'or de plusieurs façons. Que ce soit via l'action des sociétés minières, que ce soit en achetant de l'or directement via un fonds négocié en bourse. Il existe maintenant des solutions pour acheter de l'or, un mécanisme qui vous permet virtuellement d'acheter de l'or et qui réduit les frais à la fois de possession et de transaction. Donc, s'exposer au marché de l'or en 2025, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, on regarde les banques centrales un peu partout, surtout en Asie. Elles ont acheté massivement de l'or. De grands fonds américains se sont exposés au marché aurifère. Pourquoi? Ben parce qu'on a vu en 8 trimestres consécutifs une hausse du prix du métal précieux. Et ça, dans l'histoire, c'est du rarement vu, du très rarement vu. Beaucoup d'incertitudes, la faiblesse du dollar américain, les investisseurs qui cherchent à se protéger contre une inflation persistante, notamment et surtout aux États-Unis. Ce sont tous des facteurs qui expliquent cette poussée du prix de l'or. Est-ce qu'il n'y a pas... Puis là, tu sais, je t'entends, mais il n'y a pas comme
un mécanisme de pure spéculation. Là. On en achète parce que ça monte, puis ça monte parce qu'on en achète. Puis tu sais, là, tu dis, bon, les États en achètent. Je veux bien, à la limite, c'est leur prérogative, mais quand des particuliers se mettent à jouer à ce jeu-là, puis j'ai le même discours notamment sur les crypto-monnaies. Là. Tu sais, on en achète parce que ça monte, puis ça monte parce qu'on en achète. Puis tu sais, il y a comme une fin à cette espèce de cycle haussier. C'est un bon point. Sans valeur. Là. Ça génère pas de dividendes de l'or. Là, Il y a les fondamentaux qui sont là quand même, mais il y a effectivement une espèce d'euphorie à l'heure actuelle, comme on voit dans d'autres classes d'actifs. C'est certain que quand Costco vend par mois 200 millions de dollars de lingots, c'est parce que effectivement il y a une folie qui s'empare également des ménages qui veulent acheter de l'or et qui veulent, tu sais, qui lisent les manchettes. Parfois, on est influencé par les manchettes. Ben, les cryptos, c'est beaucoup ça aussi. Les cryptos, on en parle, donc ça y a de l'intérêt. Puis là, ben, je vais essayer ça moi aussi. Ça monte apparemment. Le cannabis à une certaine époque, il y a ces bulles-là, ces euphories concernant certaines classes d'actifs. Et là, effectivement, dans le cas de l'art, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que les bijoutiers, en ce moment, un peu partout au Québec, le ressentent, cette euphorie-là. Ils font des bonnes affaires. Ils font d'excellentes affaires. Je parlais avec François, il y a une petite bijouterie charmante au marché Jean Talon à Charlesbourg, 3 millions de chiffre d'affaires pour un comptoir cette année. Et il me disait qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick... Philippe jette les bras en l'air. non, mais il y a des gens qui viennent de Gatineau, du Nouveau-Brunswick. Mais c'est une star. Pour aller, c'est-à-dire qu'il est connu. Ils viennent voir l'homme. Oui, ils viennent voir l'homme, le personnage qui a été popularisé par TikTok, mais ils le font également parce qu'ils vont aller acheter soit un lingot, soit un collier, ou soit encore revendre leur vieil art pour capitaliser sur un marché qui est complètement en feu. PO, tout ça. Je regarde ta montre. Il n'y a pas d'or là-dedans. C'est une Apple Watch. Il y a peut-être de l'or dans les circuits intégrés, mais c'est en microgrammes. Ouais, non, t'as pas de bijoux dans. Je suis pas un gars de bijoux, moi, non. Mais tu sais, justement, les gens qui achètent des Rolex en or, là, je sais pas quoi faire avec ça. C'est vraiment un investissement. T'sais, à la limite, si vous en avez les moyens et que vous voulez flasher devant vos copains, c'est une chose. Mais je réfléchis toujours ça en matière de est-ce que je vais pouvoir le revendre un jour plus cher. Tu l'as dit à l'instant, tout ce qui monte redescend, toi-même évoqué le mot bulle. L'or, à un moment donné, ça va-tu valoir 50 000 $? Il doit y avoir une limite supérieure à cette euphorie-là. Il y a assurément une limite, mais lorsqu'on regarde les rapports des analystes, exemple Goldman Sachs, prévoit que ça pourrait même fracasser en 2026 la barre des 5 000 $ américains l'once, dépendamment de comment la planète va évoluer. Est-ce que les banques centrales vont continuer de façon agressive d'acheter de l'or? Est-ce que Donald Trump va mettre sa menace à exécution et tarifer les transactions de certains métaux? Est-ce que l'incertitude entourant le commerce mondial va demeurer aussi vive? Est-ce que l'inflation va continuer d'être une menace à l'économie américaine qui force souvent les investisseurs à se protéger en achetant le fameux métal précieux? Alors, autant de points d'interrogation. C'est ce qu'on verra pour la Puis suite. Évidemment, il faut tout redorer la Maison-Blanche. On a vu ça, les dorures dans le salon ovale, etc. C'est un consommateur d'or. C'est un gros consommateur d'or. Il y a au moins un usage à l'or. Je dis que ça sert à rien, mais un usage, c'est autour de Donald Trump. Imagine la valeur de son penthouse de la Trump Tower à New York, qui est plaqué or de mur en mur, la toilette en or. Écoute, j'en jasais avec ma fiancée, ma blonde des 20 dernières années. Je lui avais acheté une bague de fiançailles en or. Il y a à peu près 19 ans de ça. Et hier soir, en prévision de notre entretien, Francis, j'ai demandé « où la bague? » Elle était quelque part. C'était pas une bague qui coûtait très cher il y a 20 ans, mais là, je me dis, avec le prix de l'or, elle qui aime pas porter les bagues, peut-être que je pourrais monétiser la maison à l'envers à la recherche d'un tout petit anneau. C'est drôle. Là, je peux pas m'empêcher encore de faire l'analogie avec les cryptos, mais tu sais, ces gens-là qui ont comme un genre de clé USB sur lequel il y a genre des milliards de dollars de crypto. Il y en a un, là, je me rappelle plus son nom, mais en Angleterre, il fouillait dans les dépotoirs, là, mais tu sais, parce qu'il y avait comme, je sais pas, genre 500 millions de dollars US sur la clé. Et la clé, je pense qu'il avait mise aux poubelles. Je te souhaite de pas te rends-toi pas là avec la bague, mais quand même, bon investissement. Merci beaucoup, PO. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits.
Quand vient le temps d'acheter un foyer ou un poêle, évidemment, il y a le côté enchanteur de tout ça. C'est toujours agréable de se réchauffer les pieds au bord du feu, mais la réalité des prix, des normes, des risques, quand même, peut vous faire déchanter. Stéphane Desjardins a écrit un article à ce sujet-là où il essaie de nous guider à travers la décision, les cotes, les rendements, les dangers visibles et invisibles. Salut Stéphane. Salut, comment ça va? Est-ce que ça va très bien. Est-ce que tu as un poêle ou un foyer à la maison? Oui, exactement. J'avais un foyer qui avait 70 ans, un foyer décoratif. J'ai rénové la maison depuis, mais pas le foyer. Puis là, c'est une perte épouvantable de chaleur. Ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. C'est bien, bien beau, là. Ah, c'est romantique. On peut regarder nos bagues de fiançailles reluire, nos bagues en or pour faire un lien avec ce que tu parlais tantôt. Mais c'est pas très, très efficace. Alors, on a décidé de se doter d'un foyer encastrable. Les gens viennent l'installer dans l'âtre et font passer une nouvelle cheminée dans la cheminée, comme une espèce de gaine dans la cheminée actuelle. C'est la formule la moins chère, disons, pour se chauffer au bois. Mais c'est évidemment un chauffage d'appoint, là, on s'entend. Ça. Mais, et tu dis justement dans ton article que la moins chère, c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Tu évoques certains montants. On peut se trouver un poêle de type Franklin, mais à combustion lente, là, chez Renault Dépôt pour 2000 $, mais t'es pas sorti du bois, là, il n'est pas installé. On parle de plusieurs centaines de dollars pour l'installer. Puis en plus, il faut que tu passes la cheminée quelque part. Généralement, ça commence à 6 000 $, 5 000 $ quand tu passes par une boutique spécialisée, mais au moins, tu as des installateurs qui ont de l'allure, tu sais. Puis tu as des poêles qui sont certifiés EPA, ce qui est important parce que les nouveaux poêles ont des convertisseurs catalytiques qui permettent de pas polluer, tu sais, parce que c'est une des principales sources de pollution de l'air. Les particules fines, pas les nouveaux poêles. Fait que c'est intéressant, mais évidemment, il faut que ce poêle-là soit certifié en conséquence, tu sais. Quand on magasine ça, là, tu l'as fait toi-même, là, mais pour les gens là, justement qui nous écoutent, quand on magasine ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? C'est quoi les principaux facteurs, là, à part le prix, là, évidemment? Concrètement, il n'y a pas beaucoup de réglementation municipale, sauf le fait que certaines exigent la fameuse la fameuse norme EPA, là. Montréal, entre autres, Québec aussi. Il y a aussi certaines villes, comme Montréal et Québec, qui subventionnent la conversion. Si, par exemple, tu as une fournaise au mazout, là, ils vont subventionner l'installation d'un poêle. Ça m'a surpris. Mais grosso modo, sinon, la principale affaire, c'est qu'il faut que tu saches la grandeur de la pièce que tu veux chauffer. Tu sais, ça, c'est ça qui compte, là. Il y a un organisme, la Maison écologique, là, je me souviens plus du nom, là, qui dit que chauffer au bois, c'est très écologique. Ça m'a très surpris. C'est plus écologique que la plupart des modes de chauffage qu'on connaisse, outre, évidemment, l'hydroélectricité au québécoise, là, qui est le mode le plus écologique qu'on connaît, là. Sinon, c'est ça. Attendez-vous à sortir vos bidous, puis honnêtement, on va se dire les vraies affaires, là, entre toi puis moi, là, puis nos auditeurs, bien sûr. C'est pas la façon, disons, la plus économique de se chauffer, dans le sens que c'est un chauffage d'appoint. Tu vas rentrer dans ton argent sans prendre des années. Là, c'est ça, oui. Mais as-tu fait ces calculs-là? Je veux dire, oui, tu peux faire ces calculs-là. On paye 5-6 000 $, là, comme tu le disais. Faut que tu en sauves pas mal de l'électricité, là. Et puis c'est quelques mois par année. Tu baisses ton électricité. C'est ça. Tu baisses ta facture d'électricité, mais sur le site web d'Hydro-Québec, tu n'as pas de comparateur, de système de comparaison il y a pas j'ai pas trouvé d'application qui fait ce genre de calcul-là. Fait que c'est un peu une pièce de monnaie qu'on envoie en l'air puis c'est un pari. Mais c'est sûr écoute, c'est officiel, ça va vous prendre des années avant de rentrer dans votre argent. Fait que tu fais ce genre de choses-là, cette installation-là d'un poêle,
quand tu viens d'acheter ta maison, puis tu sais que tu vas l'avoir longtemps, ou ton condo, là, tu sais que tu vas l'avoir longtemps. Sinon, tu fais pas ça pour quelques années. Puis à moins que tu veuilles mettre une ambiance. Là, tu t'achètes un poêle électrique qui ressemble à l'écran de télé que j'ai derrière moi. Tu t'achètes une télé, puis tu mets Netflix, le Faux Fire, là, puis c'est parfait. Exact, effectivement. Ça fait un job. Puis il y a des poêles aussi au granule, hein? T'as pas juste des poêles à bûche, c'est plus cher. Parce que j'allais te dire, parce que là, on parle, le coût, là, ça coûte, quelques milliers de dollars, là, tu disais 2000, c'est le truc, il faut le faire installer, 5000, 6000, puis dans ton article, je pense que tu dis que ça peut être même plus cher que ça encore, mais une fois qu'on l'a installé, c'est pas gratuit, il faut mettre du bois dedans. Je sais pas combien... Le bois, c'est ce qu'il y a de moins cher. Non, je sais, mais c'est moins cher que le propane. Moi, je chauffe un peu à mon chalet, là, j'ai un foyer, là, puis ça me coûte quand même 180 $ la corde, ça se peut-tu? Oui. Puis je passe 3-4 cordes dans l'hiver, là, fait que 800 $ de bois, là, c'est presque, là, c'est quand même... c'est pas rien. Puis je veux dire, avant que j'aie mis 800 $ d'électricité, Stéphane, là, il va faire chaud dans la maison, là, tu sais. Fait exact. Mais tu vois, il y a certaines personnes qui chauffent au bois qui m'ont dit qu'ils ramenaient leur facture d'électricité à 50-60 pièces par mois. Donc, tu sais, puis mais tu vas passer entre 3 et 5 cordes par hiver. C'est ça, exact. Donc, c'est ça le... Puis il y a eu de la réduflation là-dedans. Hein? Les cordes de bois étaient plus grandes qu'avant. C'était pas 4 pieds par 6 pieds, là, ou je sais pas quoi, là. Il y avait pas c'était pas des dimensions standards. Puis d'ailleurs, je te ferai remarquer que la corde de bois, elle se vend pas le même prix en Abitibi qu'elle se vend sur le plateau Mont-Royal. Hein? C'est pas mal plus cher. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens chauffent de plus au propane ou au granule sur le plateau ou à Québec que dans les Laurentides. Parce que la bûche de bois, là, quand t'es dans le centre-ville, c'est ça. Ben exact, tu payes le transport, tu sais, puis ils transportent pas ça sur un vélo cargo, là, on s'entend. Tu sais, fait que... moi, écoute, il faut que je fasse 3-4 voyages pour rentrer mon bois, là, tu sais, puis c'est bon, avec une remorque. Tu parlais de granules. Le prix des granules, ceci dit, a quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Exact, hein, donc, c'est pas gratuit non plus. Oui, c'est plus cher aussi pour l'avantage aussi du propane, parce que le bois est plus cher que les granules ou le propane, mais l'avantage du propane, c'est que tu peux l'allumer avec un remote, là, ou même avec une application, je pense que maintenant, là, tu peux l'allumer à distance. Là, ouais. Bon, voilà. L'autre avantage du propane, c'est que tu peux te servir de cette installation-là pour brancher ton barbecue, ton chauffe-piscine, ton chauffe-terrasse. Tu peux tout mettre là-dessus, sur la même ligne de propane. Alors, ça, c'est un avantage. Mais bon... on s'entend qu'on est dans le rayon des petits plaisirs et des grands luxes. Oui, c'est ça, effectivement. C'est peut-être pas une nécessité, mais nous sommes en 2025. Nous sommes dans une société d'hyperconsommation. Et pour certaines personnes, le chauffe-piscine au propane est très important. Petit plaisir et grand luxe dans la société de l'hyperconsommation. On pourra peut-être éditer tes mémoires comme ça, Stéphane, si tu veux, un jour. Je voulais juste te dire, je vais faire du millage sur l'art de tout à l'heure. Vous parliez de l'art. Dans certains... Moi, j'avais, pour un article que j'ai fait sur l'art, je l'ai illustré, mon article, j'avais acheté une once d'or. D'accord. Il y a une dizaine d'années, à 500 $, je l'ai revendu 3000 récemment. Oh boy. Fait que ça te donne une idée. Puis dans certains pays, comme l'Inde, les femmes se promènent avec beaucoup de bijoux. Ouais. C'est pas de la vanité, c'est la fortune familiale. Parce que le système bancaire est pas sur fiable. leur dos. Ouais. Ils traînent leur fortune sur elles. C'est assez fascinant. Alors, l'art est aussi une question de culture. C'est pas juste une question d'argent. J'aime ça. Stéphane Desjardins, merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée. On se reparle la semaine prochaine, même place, même heure. À bientôt. Bye, bye, bye. Dans vos poches. Quand l'amour rime avec dépenses partagées, la confiance se mesure en virement, parfois, n'est-ce pas? Là, des fois, il y a un virement qui est oublié ou il y a quelque chose qui ne se produit pas. Et Emmanuel Grill, tu as exploré justement cette notion de mise en commun des dépenses dans le couple. C'est assez fâchant hein, quand ça arrive avec quelqu'un avec qui on partage sa vie. Absolument. Qu'est-ce que tu as observé dans cet univers-là, Emmanuel? Dis-nous. Écoutez, je
parlerai pas de mon expérience personnelle. C'était pas l'objectif. Non. Mais je me rappelle avoir déjà eu une amie qui... souvent, les couples vont ouvrir un compte conjoint dans lequel on fait des virements tous les mois pour payer chacun une partie des dépenses communes. Mais effectivement, je me rappelle d'une amie qui devait constamment courir après son conjoint pour se faire rembourser. Mais courir après, genre, dans le lit... je ne sais pas. Le lit conjugal? Probablement les deux. C'était une dans course, la cuisine. C'était une course métaphorique. Là. C'est ça, exactement. Pour réussir à se faire rembourser. Puis, évidemment, ça finissait par créer des tensions et ultimement des chicanes. D'ailleurs, l'argent, c'est une des principales sources de disputes dans le couple. Ouais. Donc, on a une électrice qui nous a écrit. J'aime beaucoup répondre aux questions des lecteurs parce que souvent, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes. Et donc, cette semaine, c'est Sandra qui a ce genre de difficulté avec son conjoint. Donc, il y a des fois, elle a du mal à se faire rembourser. Et puis, que faire? Donc, elle demande quelle serait la meilleure solution. Elle se demande, en fait, si elle pourrait pas avoir recours à une carte de crédit conjointe. Alors, j'ai parlé à un expert et puis, malheureusement, pour Sandra, ça n'existe pas, les cartes de crédit conjointes. Ce qui existe, c'est des cartes de crédit supplémentaires. Donc, un détenteur principal. Sur le même compte. C'est ça. Le détenteur principal. J'ai ça. Oui. T'as la carte de ta blonde, c'est ça? Non? Ma blonde, peu importe, à la limite, c'est juste qu'il y a certaines dépenses, justement. Par exemple, l'épicerie, on a convenu que c'était en commun. Donc, c'est moi qui... Ça sort sur ma carte de crédit, mais elle me fait un virement, en fait, tous les mois, puis là, c'est pris dans le même compte. Dans le même compte, oui. Donc, c'est ça. Ça peut être une façon de fonctionner, effectivement, mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec une carte de crédit conjointe. En fait, c'est le détenteur principal qui, lui, va être responsable à 100% de la totalité du solde. Le détenteur supplémentaire, lui, il peut dépenser et puis finalement se sauver et puis laisser le détenteur principal avec la facture. Puis ça peut prêter à confusion parce qu'il y a des gens qui confondent ça, par exemple, quand on est co-signataire d'un prêt, à ce moment-là, on est responsable chacun d'une moitié. C'est ça. Mais pour ce genre de carte de crédit, non, c'est vraiment le détenteur principal qui est pris avec 100% de la dette. Alors, dans ce cas-là, si jamais ça tourne mal, bien, on va payer à 100% et puis il faudra se retourner vers son conjoint ou généralement vers son ex-conjoint si ce genre de situation se produit pour se faire rembourser. Alors, voilà, bonne chance, Sandra. Bonne chance, Sandra. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment, je veux dire, surtout dans la mesure où c'est comme dans le cadre d'une relation, je veux dire, on ne veut pas judiciariser sa relation amoureuse. Là, à un moment donné, il y a bien des limites. Mais il y a toujours le compte de banque commun. Ma façon que je fonctionne, de mon côté, c'est qu'on a un compte de banque. Nos revenus rentrent à l'intérieur du compte de banque. Tout l'argent. Ça fait 37 ans qu'on est mariés. Bravo, ça a bien fonctionné. Bravo. Mais il n'y a pas grand monde qui font ça quand même. J'ai l'impression, puis Ghislain, c'est pas une affaire d'âge, mais un peu une affaire d'âge. J'ai l'impression que c'est moins... Moi, dans mes amis, là, on parle de ça, je suis comme le gars qui parle de fric. Là, aucun de mes amis a un compte conjoint. Là. C'est comme l'un ou l'autre fait des virements à l'autre pour... Puis il y en a qui font ça, moi, en tout cas, je sais pas, chacun son affaire, mais il y en a qui font ça à la petite semaine, là, genre, j'ai payé l'épicerie 90, puis ils ont comme carrément, c'est le frigo, là, un genre de système de texto, là. Mais je veux dire, moi, l'option qu'on a retenue dans mon couple, c'est que ça coûte à peu près ça. Elle paye. On met l'argent. Ça, elle me l'envoie. Ah, tu l'envoies directement. L'épicerie, c'est sur ma carte, l'hypothèque. Là, tu vois ce que je veux dire? Comme les grandes dépenses. C'est pour ça qu'il y a des choses, genre des vacances là, exceptionnelles. Là, on en parle puis on fait notre... Mais le petit compte commun, puis que chacun garde un compte, ça, on le voit souvent, par exemple. Oui, c'est ce que font les gens la plupart du temps. Un compte bancaire commun, et puis chacun des conjoints fait un virement tous les mois dans ce compte-là pour payer les dépenses communes. Par contre, dans le cas de Sandra, en fait, elle pourrait pousser un peu plus loin la réflexion parce que leur problème, manifestement, c'est parce qu'ils ne virent pas assez d'argent dans le compte conjoint. Ils ne prévoient pas les dépenses qui peuvent superflues ou qui reviennent chaque année, mais auxquelles on ne pense pas nécessairement. Donc, moi, ce que je lui recommanderais, c'est vraiment s'asseoir avec son conjoint, essayer de faire un budget, mais sur une année, et de prévoir toutes les dépenses qui reviennent dans une année. Par exemple, la révision de la voiture, changement de pneus, la rentrée scolaire pour les enfants. C'est pas dans ton mensuel, mais c'est prévisible. Il y a des gens, par exemple, qui payent leur assurance une fois par année,
parce que c'est moins cher, en fait. Oui, c'est vrai, que de payer un montant plutôt que tous les mois. Tu sauves quelques dizaines, centaines de dollars, selon combien ça coûte. Ceux et celles qui ont des vies comme moi, là, un peu plus compliquées, faire son rapport d'impôt. Là. Moi, je paye quelqu'un. Là. C'est pas des très, très chers, mais c'est comme quelques centaines de dollars. Puis tant qu'à être, il fait celui de ma blonde. Puis tout ça. Fait que c'est aussi une dépense au moment des impôts qui survient. Ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres de ces postes-là. Tu disais la voiture, etc. Oui, c'est ça. Même des fois, c'est juste la facture d'épicerie qui est plus élevée parce que... Dans le temps de Noël. Oui, dans le temps de Noël. Les cadeaux effectivement, Noël. Les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. Donc, tout ça, c'est possible quand même d'avoir une idée pas tout à fait précise, mais d'avoir dans les grandes lignes, de savoir combien ça va coûter. Et puis après ça, il suffit d'ajuster donc le versement mensuel à la hausse et puis de ventiler ça sur toute l'année. Donc ça fait moins mal. J'ai vu une application, un de mes amis avait une application, je sais pas c'est quoi le nom, mais tu rentres toutes les dépenses que chacun fait dedans et ça fait la différence entre les deux. Ça dit qui doit quel montant à quelle personne. On peut l'utiliser quand on part en voyage aussi, par exemple, s'il y en a un qui paye le restaurant et l'autre qui paye la sortie en bateau, à ce moment-là, on fait le suivi des dépenses et puis à la fin, l'application nous dit, toi, tu dois rembourser tant d'argent. Quel montant. Oui, c'est ça. Non, c'est pratique, effectivement, et puis ça peut éviter de se casser la tête. Bon, en tout cas, moi, il y a plusieurs philosophies. Moi, j'ai toujours été plutôt laxiste là, par rapport à ça, mais tu sais, je me faisais passer un livre, le Never Split the Difference, là, puis qui argumente que si tu vas au restaurant là, puis que tu as juste bu un demi-verre de vin, là, tu devrais comme calculer sur cette tête. Moi, je suis tellement comme, hey, guys, on fait moitié-moitié, puis c'est comme sérieux. Non, là, ça fait partie de la business. Je vous l'offre, tant qu'à y être. Là, mais rendu puis dans les familles recomposées, c'est compliqué aussi. Mettons, famille recomposée, il y en a un des deux qui a un enfant, l'autre qui en a deux. Qu'est-ce qu'on fait? Puis les deux, c'est des garçons adolescents qui mangent 12 000 calories par jour. Et l'autre, c'est une petite fille de 5 ans. C'est ça. Mais j'ai connu des gens qui, effectivement, rendus à l'épicerie avec la facture, on a acheté ceci, mais c'est pas mon fils qui le mange, c'est ta fille. C'est pas sérieux. Oui. Il y a une philosophie de vie. Là, puis encore une fois, on manque de temps, mais j'aimerais ça qu'on y revienne à ce sujet-là parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire carrément toute une émission. Mais je blague pas. Moi, une question qui revient souvent dans mes amis proches, là, puis tu sais, quelques couples d'amis, c'est comment vous faites. Tu sais, mettons que la fille, elle gagne plus que le gars, là, mais tu sais, dans certains cas, 2 fois plus que le gars. Est-ce que vous faites moitié-moitié? Est-ce que madame paye 2 tiers, 1 tiers? Comment les gens s'arrangent? Puis tu sais, là, on manque de temps aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on revienne à ce sujet-là. Très bon sujet. C'est un sujet. Je sens qu'on pourrait inviter 20 personnes, puis tout le monde sortir. Phil Séguin en régie a sûrement un avis. Chacun a sa méthode. Ghislain, avant qu'on accueille notre invité, on voulait parler d'un de tes articles qui date, mais qui est quand même vraiment excellent et très d'actualité. Est-ce qu'on doit rénover avant de vendre une propriété? Est-ce que c'est une bonne pratique de... Puis là, évidemment, on fait le ménage, mais de rénover, là, de changer la toilette, de changer les affaires et dépenser des centaines, des milliers de dollars avant de vendre, oui ou non? C'est quoi la meilleure pratique selon toi? Il y a 2 cas. Tu as le cas quand tu hérites d'une maison de tes parents pour aller rénover et tu as le cas que tu as ta maison, tu veux la revendre puis tu vas avoir le maximum. Qu'est-ce que j'ai vu dans toute mon expérience depuis 30 ans? C'est que quand tu rénoves, mettons tu refais la cuisine. La cuisine, elle coûte 10 000 à refaire, peu importe le chiffre, là. Au moins, tu vas être capable d'aller récupérer 20 000 sur le prix de revente. Fait que tu as ton 10 000 qui t'est remboursé, puis tu vas chercher un certain montant. Mais il y a des choses qui donnent 0. Là. Tu vas aller remettre une piscine hors terre sur le terrain, là, ça donne pas plus de neuve, là, ça donne pas plus de valeur. Il y a des gens qui veulent pas de piscine. Ouais, exactement. Fait que il y en a qui en veulent pas, puis moins de problèmes possibles. Fait que quand tu rénoves et que tu choisis les bonnes rénovations, ça vaut la peine parce que tu vas aller gagner beaucoup plus que qu'est-ce que tu as mis dedans. Faut pas oublier, si tu n'as pas l'argent, là, tu es obligé de l'emprunter. Faut pas oublier les prêts aussi. Mais dans le cas d'un héritage, OK, pense-y, là. Vous êtes 5 enfants chez vous, vous héritez de la maison et finalement, on décide, est-ce qu'on rénove ou on rénove pas? Qui se tape la job? C'est qui va faire les suivis? C'est qui va payer? Il arrive un problème, il y a une infiltration d'eau en ouvrant un mur. Le cauchemar total. Fait que ma réponse, c'est, quand c'est un héritage, là, vendez donc la maison comme ça. Là. Mais en même temps, tu dis ça, puis là, tu parles, mettons, une infiltration d'eau, mettons, tu le fais pas, tu vends la maison, puis là, le propriétaire, souvent, est comme, là, il faut que je rénove.
ils découvrent une infiltration d'eau, là, vis caché, poursuite. Tu vas pas être dans une meilleure posture à 5 enfants, là, c'est qui va aller en cours. Il faut faire attention parce que quand c'est une succession, souvent c'est vendu sans garantie légale parce que la famille ne connaît pas la maison. Puis qu'est-ce qu'on recommande tout le temps? Donc, c'est pas un vis caché. Faites inspecter tout le temps votre maison. Ça d'ailleurs, c'est toi qui me disais ça, que le nombre de propriétés vendues sans garantie légale a comme explosé. Quelques années, En 2019, il y avait 17% de ventes sans garantie légale. Et cette année, sur 5. Et cette année, il y a certaines régions du Québec, on est à 87% sans garantie légale. Et la moyenne du Québec est à 50% présentement. Moi, je le vois dans mon milieu. Là, tu vas acheter un immeuble, tu vas acheter n'importe quoi sans garantie légale. Est-ce que ça coûte moins cher, les maisons qui sont vendues sans garantie légale? Normalement, avant 2020, il y avait ça coûtait à peu près 8% moins cher. Mais là, présentement, il manque d'inventaire dans le marché. Fait que quand il manque d'inventaire, c'est l'offre à la demande. Fait que là, les prix restent à peu près pareils. Puis tu achètes sans garantie légale. D'accord. Donc, finalement, le propriétaire-vendeur s'en lave les mains. Il s'enlève les mains, puis il arrive un problème. Avant ça, quand on vendait sans garantie légale, tu te faisais questionner. Là. C'est comment ça? C'est quoi tu caches? Tu fais des rénovations qui n'étaient pas bien faites, puis là, tu veux les cacher. Fait que grosse différence. Donc, en tout cas, pour conclure là, rapidement, si vous connaissez la maison, puis s'il y a vraiment des choses évidentes à faire, puis que ça vous semble un coup de circuit... on peut investir un certain montant, on va le récupérer. Si on ne connaît pas la maison, s'il y a une complexité, là, notamment avec l'héritage, etc., vous allez peut-être perdre une couple de mille à la revente, mais tout aussi bien divisé par 5, quelques mille, ça vaut... Mais il y a des façons de préparer aussi la maison, faire un grand ménage à l'intérieur, du home staging, etc. Ça va aider. D'ailleurs, je voulais te parenthèse, là, puis il faut qu'on ferme ce segment, mais j'ai vu ça récemment pour la première fois. Mon frère se magasine une maison. Il m'envoie le listing. Je regarde. Je suis comme, coudonc, c'est beau, ces meubles-là. Puis là, je zoome dans la photo. C'était de l'IA. Exact. C'était du home staging par intelligence artificielle, en fait. Puis selon l'angle d'où tu regardais la même pièce, là, le salon, là, c'était, le divan, il était pas... C'était comme... Il était pas parfait, là. Mais c'était pas le même divan. Là. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme comment ça, quand tu le regardes de même, il est rose, puis de même, il est orange. C'était quand même assez particulier. Ça fait 3-4 ans à peu près qu'on voit ça dans le marché. Un peu fou. Home staging virtuel, qu'on appelle. Est-ce que ça veut dire que la maison est en ruine et puis que... Non. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de meubles. C'est pour donner l'impression où tes meubles sont pas présentables. Oui. Ça peut être le divan de ma tante. Aussi, j'ai un ami qui vendait sa voiture. J'ai un ami qui vendait sa voiture. Il a fait une photo de la voiture devant un café là, sur le boulevard. Il a mis ça dans l'intelligence artificielle en disant « Mets-moi ça dans un beau garage. » tout blanc, immaculé, avec la belle Mercedes. C'était comme, aïe, c'était une photo. Mais c'était, encore une fois, c'était de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est fou les possibilités de ces technologies-là. Restez avec nous. On a, dans un instant, Luc Godbout pour parler de nouveaux outils là, qui vient d'être diffusé pour calculer vos prestations de Régie des rentes du Québec à la retraite. C'est dans un instant. Dans vos poches. Quand l'heure de la retraite sonne, chaque dollar compte, et le nouveau simulateur du RRQ qui est proposé par la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke promet de donner une image beaucoup plus précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre de la part du RRQ lorsque votre retraite viendra. Évidemment, à chaque année, on reçoit par la poste, Emmanuel Ghislain, la petite lettre là, de Retraite Québec. Mais moi, comme j'ai commencé ma carrière à 30 ans, puis comme pendant longtemps, je gagnais pas grand-chose, puis après ça, je me suis payé en dividendes, je suis bien content de savoir que j'aurai droit à 62,28 $. J'espère rattraper un peu le retard. On en parle avec le titulaire de la chaire de fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout. Bonjour, Luc. Bonjour. Déjà, donc vous avez publié ces derniers jours ce fameux calculateur. On peut mettre ses données, là, son âge, les revenus qu'on pense gagner jusqu'en 2047, je pense, 2050. Là, ça tombe bien, c'est à peu près l'âge que j'espère prendre ma retraite. On peut planifier tous les âges et selon qu'on commence à cotiser aujourd'hui ou qu'on a commencé à cotiser en 1966, il y a beaucoup de souplesse, effectivement. D'où vous est venue l'idée, vous avez fait ça avec quelques collègues, d'où ça vient le besoin là, d'émettre ce nouveau calculateur là, public et accessible là, pour tout le monde?
Bien, il y a toujours un déclenchement. Alors, l'idée est vraiment venue, budget du Québec, mars 2023. Le gouvernement annonce des changements au régime des rentes. On dit qu'il sera possible pour une personne qui a plus de 65 ans de cesser de cotiser au régime, même si elle continue à travailler. Par contre, on met un bémol, on dit il va falloir que vous demandiez votre rente pour cesser de cotiser. Et là, moi, je reviens du budget de Québec. J'étais avec des collègues dans la voiture. On fait du covoiturage. Et j'ai une personne qui a à peu près ces âges-là, qui a commencé à... Tu sais, qui est née dans les fin des années 50 et qui dit, moi, je suis rendu à la retraite. J'ai eu mon 65 ans, justement, 2023-24. Puis moi, je pense que vu qu'on m'offre la possibilité de cesser de cotiser, même si je continue de travailler, surtout que j'ai des revenus de travailleur autonome, je pense que moi, j'ai pas le choix de dire je vais cesser de cotiser parce que j'ai l'impression de cotiser dans le vide. Je vois, mais j'ai dit, tu sais que si tu renonces à reporter ta rente, tu renonces à une bonification. Oui, mais dans mon cas, je pense que ça vaut pas la peine. Moi, mais je dis, tu penses ou ça vaut pas la peine? Ben, il dit, on n'a pas d'outils pour le savoir, tu sais. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, c'était ça l'élément déclencheur. C'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on cotise au RRQ parce que ça, on le voit sur notre relevé d'emploi. Oui, effectivement. On dit, mon Dieu, c'est des milliers de dollars. Mais si je continue de cotiser des milliers de dollars, si j'ai 64 ans jusqu'à 65 ans, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ces milliers de dollars-là vont nous donner en rente bonifiée. Et c'est essentiellement ce que l'outil cherche à faire. Selon vous, dans quelle mesure, parce que vous avez bâti l'outil et vous faites des hypothèses, là, évidemment, de rendement, d'inflation, selon vous, dans quelle mesure est-ce que c'est justement une estimation fiable là, qui est émise par ce calculateur là, que vous avez publié? Les hypothèses qu'on a prises, c'est les hypothèses qu'on observe à l'Institut de planification financière. Avant ça, on appelait ça l'IQPF. Maintenant, on appelle l'IPF. Donc, c'est les hypothèses qu'ils utilisent. Donc, on est assez confiant de leur caractère plausible. Et par la suite, ça demande un petit effort d'aller se souvenir, de retrouver notre relevé pour aller vraiment montrer les cotisations qu'on a faites à chacune des années ou les revenus qu'on a dit à la Régie des rentes du Québec à chacune des années pour voir si on a vraiment cotisé le maximum à chacune des années. Il arrive toutes sortes de situations de vie. Là. Premièrement, généralement, on va au cégep, on va à l'université, donc on a des pas bonnes années dans le jargon en termes de cotisation au régime des rentes. Par la suite, on peut aller travailler 1 an ou 2 à l'étranger. Il y en a d'autres, c'est des immigrants, donc ils n'ont pas cotisé à partir de 18 ans. Et donc, toutes ces raisons-là sont bonnes pour dire, si je continue de cotiser, ma rente va continuer d'être bonifiée. Et c'est donc utile à tous les âges. Moi, dans la quarantaine, j'ai pu faire des hypothèses d'un jour peut-être, mais peut-être surtout pour ceux et celles qui s'approchent de cet âge fatidique, entre guillemets, où déjà, on aimerait savoir, et de deux, on doit aussi prendre une décision, là, notamment sur l'âge. On en parlait avec Emmanuel il y a quelques semaines de ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, malheureusement, au Québec, réclament le RRQ beaucoup trop tôt et malheureusement se retrouvent avec des prestations qui sont quand même moins intéressantes qu'ils ne le seraient s'ils étaient un petit peu plus patients. Emmanuel. Oui, tout à fait. On voit les changements, par contre. On voit, si on regarde là, dans les 5-10 dernières années, avant, tout le monde prenait le chèque dès qu'il pouvait. Donc, beaucoup à 60 ans. On sent une mutation. C'est pas encore le grand phénomène, là, mais on sent une mutation. Il y en a beaucoup plus qui le demandent à 65 ans maintenant. Et pour ceux à 70 ans, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais le ratio a doublé. Bon, ils étaient 2%, ils sont passés à 4%, vous me direz quelque chose comme ça. Là. Mais malgré tout, on sent des changements pour le repousser le moment de la retraite. Et souvent, quand on voit des articles dans les médias écrits, là, le week-end, il y a souvent un reportage de quelqu'un qui dit « Voici ma situation ». De plus en plus, le planificateur financier dit « Vous devriez repousser l'âge de la retraite ». C'est une façon d'avoir une rente plus élevée et qui va être indexée jusqu'à votre décès. Plutôt que de gérer votre longévité avec votre REER, plus vous le gérez avec le RRQ, plus c'est facile. Absolument. Emmanuel? Oui, effectivement, ça permet de bonifier considérablement le RRQ quand on le repousse. Et puis, il ne s'agit pas de le repousser non plus d'une année ou deux. On peut juste le repousser de quelques mois. Chaque mois de report a un impact sur la rente finale. Donc, c'est vraiment une chose à considérer. On peut repousser, je pense, jusqu'à 72 ans, Luc, c'est ça? Là, à peu près, on n'a plus oui, le choix. Oui, c'est nouveau, c'est jusqu'à 72 ans. Emmanuel a dit un point central parce que lorsqu'on parle aux gens pour dire vous pouvez repousser votre rente jusqu'à 72 ans, là, ils vont dire non, mais c'est bien trop loin. OK, mais
Effectivement, c'est une décision que tu peux faire à chaque mois. Tu peux dire, OK, je ne la demande pas ce mois-ci, je vais demander le mois prochain. Tu peux attendre comme ça. Puis finalement, tu t'aperçois que tu es rendu à 68 ans puis tu ne l'as toujours pas demandé. Puis là, tu dis, est-ce que je la demande ou non? Et un jour, il faut la demander, il n'y a pas de souci. Puis c'est sûr que là, on explique ça. Si vous êtes dans une situation où, dans votre famille, il y a des antécédents de décès hâtifs, si vous-même, vous avez été... il y a eu des cancers dans votre historique de vie, peut-être que vous avez moins intérêt à la reporter. Mais les gens anticipent toujours mourir plus tôt que les statistiques ne le démontrent. Ouais. On est plus marqué par quelqu'un qui décède à 68 ans que quelqu'un qu'on entend qui décède à 102 ans. Et pourtant, des fois, là, on regarde les statistiques, puis on a autant de chances de mourir à 100 ans qu'à 70, mais nous, on dit « Ah non, mais il faut demander ma rente tout de suite parce que j'ai peur de laisser quelque chose sur la table. » Mais prendre la mauvaise décision, on laisse aussi quelque chose sur la table. Pendant plusieurs décennies, éventuellement, et c'est doublement problématique. Et on en a parlé un peu de ça sans parler, évidemment, explicitement d'un calculateur. Mais Ghislain, tu nous disais, toi, justement, quand on a d'autres sources de revenus, puis c'est toute la question, là, on veut arrêter de travailler, on veut peut-être reporter, si on a d'autres sources de revenus, on peut retirer d'un REER. Mais Ghislain, on peut aussi, si on a été un peu sage, puis qu'on a un peu investi en immobilier, on peut peut-être utiliser un peu cet argent-là si on est capable d'avoir un rythme de vie souvent, les gens qui traversent 65 ans, qui ont des immeubles, vont commencer, la première chose, s'ils ont plusieurs immeubles, vont commencer à en vendre un de temps en temps. Fait que ça leur donne un revenu. Mais souvent, je vois les gens qui vont les garder longtemps. On voit des gens qui ont 70, 80, 85 ans qui commencent à vendre leurs immeubles. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même les revenus des locataires qui rentrent à chaque mois. Fait que ça compense pour qu'est-ce qui manque avec la RRQ. Je comprends. J'aimerais revenir à l'outil, Luc. Vous créez cet outil-là, c'est avec... vous avez dit qu'il y a eu une réforme là, il y a quelques années. C'est évidemment pas à l'abri d'autres réformes. Hein. Vous calculez tout ça sur la base des règles qui sont connues aujourd'hui. Sur la base des règles actuelles. Ouais. Donc, ça tient compte effectivement du fait qu'on peut cesser de cotiser. Ça suppose qu'on demanderait la rente dans ce cas-là. Et ça tient compte aussi, on entend souvent parler de la règle des 15% des moins bonnes années. Donc, grosso modo, de 18 à 65 ans, le RRQ va enlever 7 années, les moins bonnes dans la détermination de votre rente. Donc, ça peut être vos années de cégep, d'université, comme je disais tantôt, mais ça peut être n'importe quelle année où vous avez moins cotisé au régime. Mais même si vous continuez de cotiser, ça va eux-mêmes remplacer ces années-là. Donc, si vous avez vraiment des années à zéro, chacune des années que vous allez continuer à cotiser, ça va remplacer ces années-là et c'est ça qui va bonifier votre rente. Et par la suite, un autre élément à considérer, c'est qu'il y a depuis 2018, on avait le régime de base depuis 1966, mais le régime de RRQ a été bonifié avec un régime supplémentaire depuis 2018 et avec un volet et un deuxième volet depuis 2024. Et ça, même si on est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir travaillé toute sa vie, comme ces régimes-là sont nouveaux, quand vous cotisez, ça va vous bonifier ces régimes-là, même si vous avez cotisé, même si vous seriez en situation d'avoir cotisé toute votre vie. J'aimerais faire une petite étude de cas avec vous, là, parce que moi, je suis toujours fervent d'avoir la meilleure information possible, mais est-ce que c'est envisageable, quelqu'un qui pensait que le RRQ, c'était 1600 $ par mois, là, puis qui soudainement, il fait le calculateur. Est-ce que ça peut être générateur d'anxiété, un calculateur comme celui-là? Finalement, c'est 722 $. Pour se réveiller. Ouais, non, mais vous voyez ce que je veux dire, là? Je charrie un peu, mais ouais. Mais ça dépend à quel âge vous connectez sur le simulateur. Effectivement, si vous vous connectez à 64 ans et vous vous apercevez... Mais techniquement, vous avez des relevés périodique du RRQ qui aurait déjà été dû être annonciateur de ce que vous avez droit. Mais ces relevés-là, ils vous disent généralement deux choses. Ce que vous aurez à 60 ans ou à 65 ans, si vous continuez de cotiser ou non, mais ils ne vous disent pas à 61, 62, 63. Donc, ils ne vous donnent pas la souplesse et l'effet du report à temps partiel. Donc, vous pouvez reporter la rente, mais contribuer à temps partiel. Donc, l'outil donne une multitude d'informations par rapport au relevé qui donne seulement quatre chiffres qui sont à prendre ou à laisser. Donc, je travaille ou je travaille pas à 60 ou 65 ans. Là.
Oui, très, très intéressant, évidemment. Et puis bon, comme je le disais, c'était un peu une boutade. Là. Je souhaite que tout le monde ait la meilleure information possible. Luc, ça a été dit là, dans les médias lorsque l'outil est paru. C'est particulier que ce soit une chaire de recherche. Bon, on vous salue puis on vous félicite pour votre excellent travail, mais que ce soit vous qui êtes finalement un institut parapublic, là, distinct, que ce soit pas l'État qui fasse ce travail-là d'informer ses propres citoyens. Certains m'ont écrit pour me dire qu'il y avait à quelque part là, dans mon dossier qu'on pouvait trouver là, des choses. Il y a des simulateurs qui existent. J'aimerais vous poser la question. À Retraite Québec. Pourquoi c'est pas le Revenu Québec, Retraite Québec qui fait ça et c'est une chaire? Là, encore une fois, on reconnaît l'excellence de votre travail, mais pourquoi c'est un tiers qui fait ça alors que c'est finalement une fonction de l'État, le RRQ? Vous comprendrez que j'ai pas la réponse ultime. Non. Je sais que Retraite Québec a fait des efforts. Ils ont fait 2 simulateurs distincts. Mais encore une fois, nous, on trouvait qu'il y avait des réponses manquantes dans leur propre simulateur. Puis on trouvait que leur simulateur s'étalait sur des fois un plus grand nombre de pages, donc un peu plus complexe, et ça donnait des approximations. Alors que le nôtre, à partir de leur propre relevé, arrive à des résultats ultra précis. Donc, je sais pas, avec nos collègues, on a un collègue qui vraiment, lui, disait, moi, j'aimerais ça donner l'information précise à la décimale près. On s'est acharné à vouloir le faire. Et là, moi, je reçois effectivement des messages de planificateurs. Tu sais, ceux qui comprenaient tout l'enjeu de ne pas connaître avec précision la rente, ils l'apprécient d'autant parce qu'ils disent effectivement, vous venez aider non seulement monsieur, madame, tout le monde, mais vous venez aider des planificateurs financiers qui doivent discuter avec monsieur, madame, tout le monde pour dire est-ce que voici votre rente, voici l'effet de continuer à cotiser et non pas seulement l'effet de repousser la rente. Connaissiez-vous d'autres outils, Emmanuel? Oui, effectivement, les outils de Retraite Québec, il y en a 2. Il y en a un simplifié, puis il y en a un dans lequel on rentre toutes ces informations et puis qui permettent d'avoir un résultat. Mais comme le disait M. Godbout, effectivement, on ne peut pas savoir quel va être l'effet produit par des mois ou des années de report. Et puis, comme on l'a déjà dit souvent ici, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de cotiser suffisamment longtemps, enfin, qui n'ont pas réussi à mettre assez d'argent de côté dans un REER, dans un CELI, mais ça donne un bon indicateur parce que effectivement le RRQ c'est une pension pour la vie, c'est indexé. Alors chaque mois supplémentaire, chaque mois gagné finalement permet de gagner quand même pas mal d'argent au bout du compte. Tu me disais, Emmanuel, plutôt que tu avais entendu, je pense que c'était Jeannie Béhic, la présidente directrice générale du Fonds de solidarité FTQ. Comme quoi les Québécois étaient... C'était quoi les retraités, que le Québec produit les retraités les plus pauvres du Canada. C'est une déclaration qu'elle a faite en 2022, mais dans le cadre de l'entrevue que j'ai entendue aujourd'hui à la radio, elle répétait la même chose. Et en effet, je n'ai pas trop la mémoire des chiffres, mais je pense qu'elle disait qu'au Québec, il y a 40% des gens qui demandent le supplément de revenu garanti. Donc, c'était un indicateur qui laisse croire que les Québécois sont effectivement assez mal lotis. Et donc, on peut espérer qu'avec un calculateur, mesdames et messieurs, on ait peut-être envie de retarder un peu, puis qu'on puisse savoir justement l'impact de cette décision cruciale dans la vie de nos futurs retraités. Luc Godbout. Mais l'âge moyen de la retraite se déplace au Québec. Là, dans les 25 dernières années, là, on est passé d'un âge moyen de la retraite autour de moins de 60 ans et on est rendu maintenant à un âge moyen de la retraite de 65 ans. Et cet âge moyen de 65 ans-là, effectivement, cache des disparités un peu homme-femme, un peu fonctionnaire secteur privé, et travailleurs autonomes. Donc, travailleurs autonomes plus tardivement, secteur privé un peu plus tard que les fonctionnaires, mais quand même, on voit une évolution de tout ça vers le haut, et donc ça risque de conduire à une meilleure préparation à la retraite, du moins c'est ce qu'on souhaite, et un déplacement de la demande de rente pour le régime des rentes avec une rente qui sera donc majorée. En l'espérant. Luc Godbout, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de fiscalité et de finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Vous publiez ces jours-ci un calculateur de prestations du RRQ. Je donnerai pas l'URL, malheureusement, Luc, parce que c'est ffp.recherche.usherbrooke.ca. Faudrait faire une version... mais si vous allez en ligne dans n'importe quel moteur de recherche et vous tapez c'est ce que j'allais dire. Fiscalité de l'université,
Inquiétez-vous pas, c'est sur la page. C'est ce que j'allais dire. Recherchez-le, mesdames et messieurs, en attendant que Luc Godbout se crée une marque distincte. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous et on apprécie beaucoup le travail que vous faites et notamment ce calculateur là, qui vient tout juste de paraître. C'est un plaisir. Merci. Merci. Et évidemment, pour tous ceux et celles là, qui nous écoutent, vous avez des questions, si vous souhaitez davantage d'informations sur les sujets dont on a discuté dans cet épisode, vous n'hésitez pas à consulter évidemment le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est là où on retrouve l'essentiel de ce dont on discute ici à Dans vos poches. Vous pouvez aussi m'écrire francis.gosselin@quebecormedia.com. Je salue évidemment l'équipe là, de Cube en studio, la régie, Jeff Bérard, chers amis qui aident à la production et tout ça, notre super régisseur Phil Séguin. Merci Phil. Et puis si ça vous intéresse de louer les studios ou de venir faire votre propre balado, vous n'hésitez pas, pub@cube.ca. Sinon, le balado est disponible en vidéo, en audio sur toutes les plateformes, sur cube.ca, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à commenter et à nous faire valoir vos points de vue. Dans vos poches est aussi diffusé à la télévision le samedi matin à 7h et le dimanche à 10h. À très bientôt pour un prochain épisode.